Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la Maison commune de la décroissance de m'avoir invité et à Florine également. Et ben, je vais rapidement, je vais me présenter pour vous dire un peu d'où je parle. Donc moi, j'ai grandi pas loin d'ici à Billon, hem, jusqu'à travailler pendant assez longtemps et être impliqué dans une association qui s'appelle Études et Chantiers, qui aujourd'hui n'existe plus malheureusement, à Clermont-Ferrand. Et puis mon parcours m'a amené, pour différentes raisons, à partir à l'étranger, puis après à travailler à Paris et à diriger la fondation Daniel Mitterrand, qui est une fondation, altermondialiste, qui travaille sur la question, des alternatives au modèle néolibéral, et donc d'avoir la chance à travailler avec des acteurs très, très différents, à la fois, très institutionnels comme très engagés, et qui prennent les choses, comme nous on les appelle, à la racine, ici en France, mais aussi beaucoup ailleurs, au Moyen-Orient, et je vais en parler un petit peu, hem, mais aussi en Amérique du Sud ou à d'autres endroits sur la planète. Et et du coup, comme on essayait d'appliquer nos propres principes, j'ai décidé de quitter cette fonction de direction après, 4 ans, parce qu'on estime qu'au bout d'un certain temps, on devient, plus sclérosant qu'émancipateur, en tout cas sur ces positions. Puis il y a des questions de rapport au pouvoir et autres. Et avec, une quinzaine d'autres personnes, on a et aussi c'était l'occasion pour moi de quitter Paris et de revenir à Clermont-Ferrand. Et donc je suis très content d'être retour dans cette région, très fertile. Et hem et donc avec un certain nombre d'autres personnes, on a fait, voilà, on est allé voir pas mal de monde de la société civile, des mouvements sociaux et autres, pour essayer de comprendre comment on pouvait, continuer à soutenir les résistances et les transformations. Et c'est ce qui nous a amené à créer le mouvement Danser l'orage, Subsistance et commun, qui est un mouvement d'éducation populaire, dont je vais essayer un peu d'expliquer, l'essence, maintenant, et en fait enfin le lien avec, la question des limites. Et je vais m'excuser, d'entrée de jeu, je suis pas du tout un chercheur, donc je vais massacrer des théories, et des perspectives et autres. Vous m'excuserez pour ça, mais l'intérêt, ça va être surtout d'expliquer comment nous on essaye, de le mettre en pratique, et d'amener, l'ensemble, donc nous-mêmes et l'ensemble des mouvements sociaux, à se poser des questions en lien avec ces théories, pourquoi pas passer, à la pratique. Et et puis je m'excuserai également, j'ai fait une sorte de PowerPoint, vous verrez, pas très, très joli, mais voilà. Et puis on commence toujours, et je m'excuse aussi parce que je suis pas un très grand orateur, mais on commence toujours par un poème, à Danser l'orage. Et donc j'avais envie de vous lire un petit poème pour démarrer, de Léa Rivière, qui a écrit un très beau recueil de poèmes qui s'appelle, L'odeur des pierres mouillées. Elles disent que combattre quelque chose, c'est faire de cette chose un centre. Et alors, d'abord, la combattre devient une habitude, puis que cette habitude monte en besoin. Elles disent que si combattre une chose devient un besoin, alors on finit par avoir besoin de cette chose, par en faire pratiquement une raison d'être au monde. Elles refusent de se battre contre ce dont elles veulent se débarrasser. À la place, elles fabriquent des armes molles et elles baisent avec les rochers. Elles s'emploient à saboter les conditions qui rendent possible ce qu'elles ont besoin de voir disparaître. Elles disent qu'elles préfèrent transformer un milieu plutôt que se battre contre ce qu'il permet. Elles ont remplacé le nerf de la guerre par le système vagal, du combat avorté. Elles contaminent passionnément les écosystèmes favorables à l'existence des choses auxquelles elles refusent de s'opposer, au risque de causer leur extinction lente et durable. Elles disent que d'autres ont appelé ça amour. Et j'avais envie de commencer par ce poème, en fait, pour revenir aussi sur la question. J'aimais beaucoup le titre d'éloge des limites, qui est proposé, parce que pour nous, les limites, c'est plutôt quelque chose de joyeux, et qui vont nous permettre de retrouver de la joie, et de l'autonomie. Et c'est là-dessus que je vais essayer un petit peu de vous présenter, notre démarche à Danser l'orage. Ouais, ça va être juste un élément pour suivre un peu le cadre. Ouais, du coup, cette question d'éloge des limites nous parle beaucoup, et on va revenir. On a en fait, on a été, très inspirés
par pas mal de concepts et c'est vrai que ce que pose Aurélien Berland, dont tu as parlé Fleur, dans son livre Terre et Liberté, où il reprend notamment des travaux aussi de Maria Amice, on y reviendra, sur cette question de la... pourquoi ça sur cette question de la délivrance fantasmée de nos sociétés, c'est-à-dire que lui, notre société occidentale est basée sur cette question de la liberté, mais on a transformé le terme de liberté pour revenir sur cette question de la délivrance. En fait, pour nous, être libre, ça serait être délivré de toute forme de nécessité. Et en fait, pour arriver à ça, ça ne peut marcher que par l'exploitation, à la fois des humains et en particulier des femmes, des personnes minorisées, des personnes précarisées et des pays du Sud, pour parler grossièrement. Donc cette délivrance des nécessités, cette idée qu'il faut qu'on deviendrait de plus en plus libre en n'ayant plus à faire le ménage ou à soi-même apprendre à réparer des choses, ça serait notre idéal de bonheur. En tout cas, c'est ce qui nous a amené dans nos sociétés de consommation. Et du coup, c'est vrai que nous, on partage assez fortement ce constat et on se dit qu'est-ce qui serait une société un peu contraire et qui serait une société de joie. Et là, on est très inspiré par les travaux sur la subsistance comme perspective écoféministe et aussi sur des travaux et des pratiques surtout liées au commun. Et donc, on a un peu décidé de se saisir de ça. Et en tant que mouvement d'éducation populaire, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer des espaces. Nous, on ne sait pas comment se transformer, mais d'essayer de créer des espaces où on va réfléchir ensemble et surtout, on va essayer de se transformer à la racine et donc en s'inspirant de pratiques où on va essayer de sortir de ce fantasme de la délivrance pour arriver à essayer de retrouver notre autonomie. Et ça part notamment de réapprécier le fait d'avoir des limites et d'être lié aux uns et aux autres et aux non-humains. Donc je vais essayer de présenter ça à partir de nous, d'activités qu'on met en place ou de projets avec lesquels on travaille. Donc autour de ces trois concepts de subsistance, commun et de joie. Donc sur le premier, sur la question de commun, on aime beaucoup nous le livre de, je sais pas si ça apparaît comme ça, de Pierre Dardot et de Christian Laval, où on sort de l'habitude, quand on parle des communs, souvent on parle de l'eau, des forêts et autres. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'eau et les forêts, enfin c'est un sujet bien sûr important, mais c'est les relations sociales et c'est comment on va animer ce commun. Donc pour nous, les communs, c'est une forme d'autogouvernement collectif qui part de la base, ça c'est fondamental, pour revenir aussi sur la question des limites, c'est on part du bas et de la base, et ça revient toujours, et qui repose sur la coactivité et la co-responsabilité des commoners, ou en tout cas des personnes qui vont animer un source de vie, comme peut être l'eau ou autre. Et donc le commun, c'est surtout à penser comme une coactivité et non comme une co-appartenance ou une copropriété ou copossession. On ne possède pas l'eau ou, dans le cadre que je vais vous montrer, une maison. Donc je vais essayer de partir, il y a plein d'exemples, hein, mais je vais vous parler d'un projet qu'on a monté à plusieurs, et notamment avec la fondation Daniel Mitterrand, qui s'appelle la Maison des Utopies en expérimentation, qui est basée à Cluny. Et donc là, notre volonté, c'était justement de sortir du plaidoyer et de la théorie pour essayer de dire, on va essayer de créer quelque chose en commun et l'animer ensemble. Donc ça, c'est une maison qui est un lieu de résidence, un lieu refuge aussi pour les mouvements sociaux, et en gros, qui est pensé comme un commun, c'est-à-dire que ne peuvent utiliser cette maison que celles et ceux qui l'animent. C'est-à-dire c'est pas un endroit, donc il faut imaginer une maison avec 32 places, 13 chambres, donc un endroit pour venir à la semaine ou 2 semaines ou 2 jours, mais plutôt un lieu de résidence. Personne ne vit dans celui-là, je vais revenir pourquoi. Et ce lieu qui est à Cluny est animé par des associations qui viennent de toute la France, voire en dehors. Et donc,
je ne peux y aller que si je suis adhérent et usagère, et je deviens usager de la maison. Pourquoi on a voulu faire ce système-là? Pour sortir d'une forme de consommation. C'est-à-dire que je ne peux pas venir et consommer cette maison-là. Si je veux venir dans cette maison et l'utiliser, il faut que toute l'année, je m'en occupe. Donc quand je veux pouvoir adhérer en fait à cette maison-là, ça veut dire être participer à ce qu'on appelle nous nos cercles, qui sont un peu comme les groupes de travail, c'est une obligation. Venir à un chantier, on a 4 chantiers par an, à un chantier sur ces 3-là, week-end, pour prendre soin de la maison. Venir à l'assemblée générale et participer au financement de la maison. Et en fait, cette perspective-là fait que quand je viens dans la maison et que je m'en occupe, je me sens responsable aussi de cette maison-là, puisque si je l'abîme, bah, ça va être un des cercles de travail dans lequel je suis qui va devoir le prendre en charge, ou on va devoir le faire lors d'un chantier. Et donc ça change un peu les choses parce qu'on revient sur nos propres limites et on ne peut plus déléguer à d'autres. Ça, c'est important. Et donc chercher à exploiter d'autres personnes. C'est pour ça qu'on n'a aucun salarié et on n'a personne sur place. C'est-à-dire que s'il y a un problème, il faut qu'on le règle tous ensemble, ou alors que moi je prenne l'initiative, mais je ne peux pas dire à telle personne de venir le faire à ma place, ou le déléguer, ou le payer pour ça. Donc il n'y a pas de système, entre guillemets, d'exploitation des personnes. Ça, c'est important. Donc ça fait 2 ans que la maison existe. On a des associations très, très diverses qui y viennent et donc qui s'en occupent toute l'année en étant loin, comme moi, de Clermont ou de Paris ou de Lyon ou d'ailleurs, et d'autres un peu plus proches à Cluny. Et donc, on essaye de répartir cette charge-là. Et ça, c'est vraiment, c'est pas toujours évident. Au début, il y a plein de gens qui arrivent, qui disent: «Ouais, je suis hyper motivé, je vais monter ça et autres». Et en fait, quand on se dit: «Bah, comment tu vas le faire?» puisqu'il y a personne sur qui va pouvoir le faire à ta place, on revient, on repose des limites et on revient sur une forme de «réalisme» entre guillemets, qui est joyeux parce qu'on réapprend, en fait. Moi, je réapprends plein de choses. Je suis pas très doué dans tout ce qui est bricolage, et voilà, j'apprends avec les autres en me posant des questions et comment on fait. Donc c'est une expérience très, très intéressante. Et Aurélien Berland, dans son livre, à la fin, je caricature un peu, il dit: «Mais l'autonomie collective, elle arrive quand on sait gérer les toilettes sèches ensemble». Donc en gros, cette question aussi de tout ce qu'on n'a pas envie de faire. Et donc le principe aussi, on a un principe de rotation dans ces cercles, donc tout le monde est obligé de passer un peu par toutes les tâches. Aussi, toujours la même chose, pour pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui s'occupent peut-être des tâches les moins valorisées dans notre société. Donc ça, c'était juste un exemple, il y en a plein d'autres. Vous voyez voir, en plus, c'est dans une ferme Terre de Liens. C'est aussi un endroit très sympa. Et le deuxième concept, donc on a parlé des communs, est très, très lié à la question de la subsistance. Et donc là, je reprends ce magnifique livre de Maria Mice et Véronica Benolt. Et 2 phrases, donc j'en ai choisi 2 qui sont: «Pour nous, la perspective de la subsistance consiste à décoloniser les 3 colonies du capital, la nature, les femmes et le Sud». Donc ça revient sur cette question de la délivrance et de notre fantasme de la nécessité, où ça revient à une exploitation. Et finalement, la subsistance, cette réponse-là, elle nous permet de décoloniser ou d'enlever cette exploitation. Et c'est une perspective d'en bas. C'est toujours ça revient aussi à cette question de partir des personnes, et une perspective qui est de tout ce qui est nécessaire à la vie. On change de paradigme, on n'est plus sur l'argent mort, on passe sur la vie et la reproduction de la vie. Et là, j'ai pris un petit en termes d'exemples. Donc là, on va voyager un peu. Pareil, il y aurait des exemples partout dans le monde, mais donc nous, on travaille beaucoup au nord et à l'est de la Syrie. J'y reviendrai après. Donc au Rojava, avec notamment les populations kurdes, mais pas kurdes, pas que. Et il y a un endroit où je suis allé plusieurs fois qui est extrêmement fascinant, qui s'appelle Jinwar, donc qui veut dire le village des femmes, qui est un lieu qui a été monté, je crois que ça a commencé en 2016-2017, et donc qui a plein de raisons d'être. Donc c'est un village qui accueille
pensé justement pour repenser une autre forme de société. Donc c'est un modèle, c'est un peu un laboratoire. C'est un village qui a été créé pour accueillir des femmes qui vivaient des oppressions systémiques assez fortes et des violences. Donc c'est aussi un moment comment dire, on va s'extraire d'une situation délicate et d'une société violente pour essayer de repenser en pratique une autre société qui n'est pas une société qui exclurait les hommes, hein. C'est pas du tout ce qu'elles disent, mais au contraire qui repenserait nos rapports aux hommes, mais d'abord en sortant des violences qu'on subit pour après recréer toute une forme de société avec des liens libérés des rapports de domination, de violence et de domination. Donc là, dans ce petit village, il faut envisager 30 foyers, donc des femmes et des enfants qui se situent tout près d'une ville, d'une petite ville avec lesquelles elles ont énormément d'interactions. Et donc, ils ont essayé de repenser leur société en essayant d'avoir une forme de subsistance et d'autonomie qui n'est pas du tout pensée en autarcie. Et j'y reviendrai après. Donc là, on voit pas très bien. Je suis désolé, c'est mes photos. Sont pas folles, mais en fait, une première chose très intéressante, c'est l'architecture. Elles sont donc on est là, ça se voit pas, mais enfin si ça se voit, bien sûr les photos. On est en juillet, il fait 45, 46 degrés. Dans les maisons, quand vous allez, donc c'est des maisons qui, alors celles-là sont un peu moins, elles se voient un peu moins, mais peut-être celles-ci où elles sont reparties de l'architecture locale d'avant la colonisation française. Où les maisons étaient construites et pensées avec des matériaux locaux et avec aussi une réflexion pour que la chaleur puisse monter vers le haut. Donc, vous voyez, il y a un dôme. Déjà, c'est construit en terre. Là, on voit un dôme, donc la chaleur, elle monte. Et quand on est à l'intérieur, vous n'avez pas d'électricité. Je ne vais pas vous dire qu'il fait 18, hein, il fait plus 25, 28, mais c'est supportable par rapport à d'autres endroits sans électricité. Alors, quand vous restez dans le nord-est de la Syrie, et surtout du Moyen-Orient, vous avez la clim qui fonctionne à fond tout le temps. Voilà, après, généralement, elles dorment sur les toits. La nuit, donc voilà, déjà on est reparti de la base de leur propre savoir et de ce qu'il y avait sur place. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde aller chercher des matériaux. Ensuite, il y a toute une démarche sur l'agriculture. Donc elles sont pas autonomes, elles ne souhaitent pas être complètement autonomes, mais en tout cas d'arriver le plus proche d'une autonomie sur l'agriculture. On ne voit pas trop, il y a des champs. Il y a aussi une école pour les enfants. On essaie de transformer les façons d'apprendre. Ici, c'est une académie, donc c'est plutôt le lieu d'éducation politique qui peut être, moi, qui est un des endroits un peu critiques parce qu'on peut passer, voilà, le passage entre éducation critique et propagande est toujours limite. Mais en tout cas, un lieu de réflexion et d'autonomie politique. On va essayer de aussi travailler sur la théorie. Et là, j'ai pas les photos malheureusement, mais en 2023, quand je suis revenu, elles avaient aussi construit un centre de santé où elles mélangeaient santé, on va dire, comme on la connaît ici, et santé traditionnelle, donc un peu les deux, avec notamment des plantes qu'elles font pousser, où elles essaient de se réapproprier les savoirs qu'elles avaient qui est aussi d'avant la colonisation notamment, mais pas que la colonisation territoriale, mais aussi la colonisation de leur pensée et de leur savoir. Et elle ne rejette pas les savoirs de la médecine actuelle, elles les mettent plutôt ensemble. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas que pour elles, c'est pour toute la population. Des alentours là-dessus. Donc on est toujours tourné sur des activités qui cherchent à reproduire la vie, pour revenir sur ce concept, sur cette perspective de la subsistance. Enfin, il y a toutes des questions d'autodéfense. Ça, on pourrait revenir à d'autres moments.
Voilà, et donc ce village des femmes se situe dans d'une utopie qui est plus large, parce que je vous ai montré des choses qui concernent, on va dire, qui sont des micro-projets. On va essayer de parler aussi de manière plus macro, avec l'utopie générale qui est en acte au nord et à l'est de la Syrie. En plein dans l'actualité actuellement. Donc là, vous voyez une carte de la Syrie. En gros, je ne sais pas si vous voyez Rabqa, Deir ez-Zor, donc tout ce qui va être euh, plutôt donc au nord et à l'est. Donc on a une grande région qui va jusqu'à Derik là-haut et qui part de Kobané, Raqqa et Deir ez-Zor, qui est donc administrée par l'auto-administration du nord et de la Syrie. Et là, on parle de 5 à 6 millions de personnes. Donc on change d'échelle. On est sur quelque chose de plus important. Et là, elle et il essayent ils se basent sur une théorie politique ce qu'ils appellent le municipalisme libertaire. Et en gros, c'est d'essayer de repartir, encore une fois, de la base, et donc de ce qu'ils appellent les communes. Alors, c'est pas à penser comme nous, les communes. En fait, les communes, c'est des petites entités de 50 à 60 foyers pour prendre les décisions et d'aller du bas vers le haut au maximum. Donc, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Dans la pratique, ça reste une région qui est actuellement attaquée tous les jours, et là, très fortement par la Turquie, par l'État turc, et des milices qui financent depuis de nombreuses années. Donc, l'armée, ils n'appellent pas ça une armée, mais bon, pour simplifier, a un pouvoir qui est assez important, et donc il y a toujours des prises de décision aussi liées à ça. Mais c'est très très intéressant. Quand vous allez dans les villages, vous pouvez revoir des assemblées de personnes qui vont essayer de réfléchir. Donc il y a plein de commissions sur les questions d'éducation, d'eau, de libération des femmes. Il y a toujours un comité là-dessus. Il y a une dizaine de comités à peu près par village, par commune, pardon. Et donc, on va essayer de se réapprendre l'autonomie, encore une fois, et les prises de décision collectives. Et là, on repart de nos propres limites, parce que c'est quand on arrête de déléguer à des personnes qui vont décider à notre place, comme dans la délégation représentative, dans la démocratie représentative qu'on connaît, on est obligé de se retrouver percuté, pardon, à nos propres limites, et on se rend compte que pour faire face à ça, on est obligé de retrouver une forme d'autonomie et donc de répondre aux questions. Et ça, c'est extrêmement joyeux. Joyeux, je vais revenir sur ce terme-là, mais c'est extrêmement émancipateur de se dire, ah, en fait, je peux faire, et avec d'autres, on va réapprendre à faire, on va se réapproprier comment gérer l'eau sur une ville comme Kamishlo, par exemple, qui est une ville de plus de 200 000 habitants. Et ben, je vais réfléchir au niveau du quartier, et après, on va y réfléchir plus largement. Et moi, ce qui me marque beaucoup, donc il y a la question de la démocratique, il y a une vraie place sur la question de la libération des populations, on va dire, opprimées, donc assez fortement les femmes sur place qui elles-mêmes se libèrent, mais aussi d'autres populations. Donc les Kurdes étaient, elles, des populations opprimées, mais on a aussi plein d'autres, les populations yézidis, peut-être vous avez entendu parler, ou autres, ou chrétiennes. Voilà, donc tout un travail sur la coexistence et tout un travail sur l'écologie. Et je vais finir par ça, c'est les coopératives. Donc ça reste embryonnaire, mais ce qui est très intéressant, là, toute cette région-là, j'ai pas les photos, mais c'était de la monoculture. Ils en avaient fait le grenier à blé de la Syrie. Et enfin, il faut vraiment, il y a plus d'arbres là-bas, c'est assez désespérant. Donc là, ils essaient de redévelopper à travers des coopératives, donc de le repenser, des coopératives, notamment, alors il y a des coopératives de femmes, les Aborigines, mais aussi des coopératives mixtes, où on va essayer de repenser, de sortir de monoculture pour revenir à une forme d'agroécologie, on va dire, et une agriculture vivrière et diversifiée. Et donc, là aussi, encore en sortant du modèle capitaliste, donc ces personnes-là essayent de vendre le travail de leurs travaux et d'en acquérir une forme de subsistance, mais sans
déjà en partageant de manière équitable, mais aussi sans en faire de profit. L'idée, c'est que ça puisse créer d'autres coopératives par la suite. Voilà, c'est une utopie qui est extrêmement menacée à l'heure actuelle. Si vous allez sur le site de la Fondation d'Alain Mitterrand, donc on avait fait une visite ensemble en 2021. Après, on a fait plein de vidéos sur un réseau qu'on a monté qui s'appelle Jasmine. Je vais pas y revenir là-dessus, mais vous trouverez plein de vidéos. C'est très très intéressant sur voilà, sur ces questions-là et comment cette perspective de la subsistance est mis en forme. Voilà, et je vais finir juste par les questions de joie militante. Je ne vais pas en parler plus, mais juste vous donner une description. J'aime bien finir par ça. Donc, parce que nous, c'est une théorie, enfin, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Comment on retrouve de la joie et à l'opposé du bonheur, hein, vraiment de la joie, c'est-à-dire la capacité de se transformer, de transformer et tout en se laissant transformer soi-même. Et la reconnaissance de l'interdépendance est fondamentale là-dedans. Et donc, ça revient à cette question de la limite et au fait qu'on est tous interdépendants des uns et des autres. Et en fait, retisser des liens d'attachement, ça nous rend joyeux, ça nous rend puissants, ça nous rend transformateurs. Et donc, on ne peut pas penser une société, la société de la délivrance, c'est se délivrer des autres et de son interdépendance par rapport aux uns et aux autres, d'exploiter. Et repenser une société de la joie, en lien avec la subsistance et la commun, c'est repenser une société de l'interdépendance et où on se transforme par les uns et les autres. Et donc, je finis juste sur cette phrase que le bonheur est construit comme un équivalent de la liberté pensée comme l'absence d'attache et de contrainte. Donc, bien cette évidence. La joie, c'est l'opposé, c'est se sentir responsable de celles et ceux qui nous entourent et aussi les autres qu'humains. Et donc, la joie militante qu'on défend, nous, c'est une vie qui est plus pleine, plus dense, car on est plus attaché au monde et aux autres. Et les attachements, les liens sont revalorisés. Donc, aussi, ces questions de limite. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de. On a créé différents parcours apprenants. Et à l'intérieur de ces parcours, ensemble avec plein d'autres associations, coopératives et autres, on se pose ces questions-là et on essaye de transformer nos structures et nous transformer pour en arriver là.